Si je vous parle du renne, non pas la ville, l'animal, une des rares choses qui va vous venir en tête, ce sont les rennes du Père Noël. Ces animaux magiques, capables de voler et transportant ce bon vieux barbu et son traîneau rempli de cadeaux. Les plus perspicaces se souviendront peut-être même de Rudolf le renne au nez rouge. Allez, on a aussi Sven, le renne de Christophe dans La Reine des Neiges, mais on peut pas dire que ce soit un personnage principal. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas souvent l'occasion de côtoyer des rennes, et ils sont très peu présents dans les œuvres. Pourtant, il y a eu une période lointaine où des rennes se baladaient sur le territoire. Et encore aujourd'hui, c'est un animal essentiel pour différentes cultures dans le monde. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit voyage dans les terres froides à la découverte de cet animal étonnant. Déjà, revenons sur un point important. Renne, caribou, quelle différence? Ici, vous voyez un caribou. Et là, un renne. Ils se ressemblent, non? Normal, puisqu'il s'agit du même animal. On pourrait trouver quelques petites différences physiques, mais rien de bien significatif. Ils appartiennent tous les deux à la même espèce, Rangifère tarandus. Ils ont deux noms, simplement parce qu'ils vivent sur deux continents différents. On appelle renne celui qui vit en Eurasie, tandis que le caribou est présent en Amérique du Nord. Sur ces deux continents, le renne vit aujourd'hui dans les régions proches du cercle polaire arctique. Mais durant la préhistoire, lors d'épisodes glaciaires, le renne pouvait vivre bien plus au sud. On en a des traces jusque dans le sud de la France. Comme on peut le deviner à ces bois, le renne appartient à la famille des cervidés, qui compte 44 espèces très différentes, du tout petit pudu d'Amérique du Sud jusqu'à l'élan de la taille d'un grand cheval. Le renne, lui, il est plutôt de taille moyenne. Il fait entre 1,10 m et 1,30 m au garrot, ce qu'il situe entre le chevreuil et le cerf. Les cervidés portent presque tous des bois, des excroissances osseuses qui tombent chaque année. Mais ils sont généralement portés seulement par les mâles. Les femelles rennes sont les seules cervidés femelles à en porter aussi. Les rennes sont des animaux parfaitement adaptés au froid. Leur pelage est très isolant, notamment grâce à leurs poils tubulaires, c'est-à-dire creux, qui emprisonnent l'air et isolent le corps de l'animal du froid extérieur. Leur queue et leurs oreilles sont très courtes et leur museau est recouvert de poils pour ne pas geler. Enfin, leurs sabots sont recourbés en forme de pelle pour qu'ils puissent creuser la neige et atteindre les végétaux qu'ils peuvent sentir sous près d'1 mètre de neige. Ces sabots sont aussi très flexibles et faits de manière à ce qu'ils puissent marcher sur des sols gelés, enneigés ou boueux. En fait, ils ont des super raquettes intégrées. Même en étant capable de supporter des températures extrêmes, il faut aussi trouver de quoi manger pour survivre. Et là aussi, le renne a un gros avantage. Il se contente de végétaux et de champignons pauvres en nutriments, comme le lichen, et on vient de voir que son odorat développé l'aidait bien à trouver ses aliments sous la neige. Lors de la digestion, les végétaux fermentent dans l'estomac des rennes, ce qui les réchauffe de l'intérieur. Bon, vu comme ça, manger du lichen gelé, ça fait pas très envie. Mais on a déjà vu certains rennes bien s'amuser et se droguer avec des amanites tumouches. Je vous laisse un lien vers l'épisode de Castor Moser en description pour découvrir cette histoire. Autour du cercle polaire, l'alternance du jour et de la nuit n'est pas aussi stable que sous nos latitudes. Les jours sont très longs en été et les nuits sans fin en hiver. Cette situation est problématique pour beaucoup d'animaux et de végétaux qui ont un rythme interne basé sur une alternance régulière du jour et de la nuit. Mais le renne semble très peu impacté par ce rythme, ce qui a dû forcément l'aider à s'adapter au milieu polaire. Tout cela nous montre que si le renne a réussi à survivre au changement climatique depuis la préhistoire, ce n'est pas en étant le plus grand ou le plus fort, ni en gagnant une compétition contre d'autres herbivores, mais plutôt, comme souvent dans l'évolution, en s'adaptant à son environnement. En effet, les rennes sont capables de vivre dans des endroits où d'autres espèces auraient bien du mal à survivre, en tirant bénéfice de conditions apparemment difficiles. Depuis la préhistoire, les rennes ont été importants pour la subsistance des humains qui les ont côtoyés. C'est un animal très chassé en Europe depuis la fin du Paléolithique moyen, mais il va devenir un animal central durant le dernier maximum glaciaire qui démarre il y a environ 25 000 ans. C'est un animal relativement facile à chasser et il fournit énormément de ressources. De la viande, évidemment, mais aussi de la moelle, de la graisse et des ressources non alimentaires, les peaux, les bois, les tendons, les os. Bref, dans le renne comme dans le cochon,
tout est bon. D'après nos connaissances actuelles, il semble que le renne et le cheval aient été les animaux les plus chassés durant ces périodes. Pas mal de sites du Paléolithique, et notamment du Magdalénien, qui s'étend de 17 000 à 12 000 ans avant le présent, montrent une prédominance de la chasse du renne. Mais d'autres sites présentent une majorité d'ossements de chevaux. Alors on a longtemps cru qu'il s'agissait de deux périodes distinctes, la première marquée par la chasse du renne et remplacée par la chasse du cheval suite à un changement climatique brutal. Mais on sait aujourd'hui qu'au Magdalénien, on n'a pas de changement brutal du climat, mais plutôt une instabilité climatique, avec des réchauffements et des refroidissements. On sait aussi que le renne et le cheval sont tout à fait capables de vivre dans les mêmes milieux. Aujourd'hui, on pense donc que les différences entre les sites seraient plutôt dues à des saisons différentes. Les humains de cette période auraient eu une économie basée principalement sur le renne et le cheval, en alternant plus ou moins entre les deux selon les saisons et en chassant aussi d'autres animaux. Lorsque le climat s'est vraiment réchauffé à la fin du Paléolithique, les rennes ont migré vers le nord et se sont rapprochés du cercle polaire arctique. Leur présence a permis à des humains de vivre dans ces régions en leur fournissant là encore une base alimentaire ainsi que différentes matières premières. Les rennes ont continué à être chassés en Eurasie et en Amérique du Nord, mais ils ont aussi été domestiqués en Sibérie et en Scandinavie. Les plus anciennes traces de domestication remontent à 3000 ans, mais les premiers écrits sur l'élevage des rennes ne datent que du IXe siècle. Les peuples dont la culture est liée aux rennes sont nombreux et ils ont des modes de vie assez variés. Certains chassent les rennes sauvages ainsi que d'autres animaux, mais d'autres élèvent les rennes. Les troupeaux sont parfois élevés pour leur viande, mais on connaît aussi des élevages destinés au transport et à la consommation du lait, avec de la chasse pour se procurer de la viande. Ces peuples sont traditionnellement nomades pour suivre les migrations des rennes, même si les technologies plus récentes, comme les motoneiges, ont pas mal modifié leur mode de vie. En Europe du Nord, on trouve notamment un peuple autochtone d'éleveurs de rennes, les Sams, autrefois appelés les Lapons. Ils vivent en majorité au-dessus du cercle polaire arctique et leur territoire s'étend en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie. Même si tous les Sams ne sont pas éleveurs, les rennes sont importants pour ce peuple et une grande partie de leur artisanat se base sur les bois, les os et les peaux de rennes. Ils ont longtemps eu un mode de vie nomade, mais sont aujourd'hui majoritairement sédentaires. Les Sams ont été christianisés au cours du Moyen-Âge, mais dans leur mythologie traditionnelle, les animaux étaient très importants, l'ours et le renne au sommet. Ils observaient aussi leur comportement dans un but divinatoire. On retrouve des dictons comme « Quand les rennes frottent leur bois au jeune bouleau, le dégel est proche » ou encore « Si au début du printemps, le jeune faon lèche sa mère derrière l'oreille ou à la nuque, c'est le début du mauvais temps qui entraîne la faim pour les rennes. » Le renne continue d'occuper une place réelle et symbolique très grande. Ainsi, un renne entièrement blanc pourra par exemple être considéré comme porte-bonheur. Certains groupes se sentent encore plus proches du renne, au point de voir une parenté entre ces animaux et eux. Dans les années 1920 a été recueillie la légende de l'homme-renne chez les Sams de la région de Kola. Selon la tribu de Kola, il descendrait de Miandash, une créature mi-homme, mi-renne sauvage, qui aurait été créée par l'union d'une chamane et d'un renne. Cette créature se serait alors accouplée avec une femme et aurait engendré leur lignée. Partons maintenant pour l'Amérique du Nord, où le caribou, bien que chassé par de nombreux peuples autochtones, semble avoir été globalement moins important dans leurs économies et leur culture. Il n'a pas été domestiqué, et tant que le gibier était varié, il n'était pas la proie privilégiée des chasseurs. On n'a donc pas vraiment de civilisation du caribou en Amérique du Nord, contrairement à l'Eurasie. Il existe quand même une exception. Les Inuits, qu'on appelait autrefois les montagnais, sont un peuple autochtone de l'est du Québec-Labrador au mode de vie traditionnellement nomade. Ils considéraient le caribou comme élément principal de leur subsistance. Leur croyance impliquait d'ailleurs une interconnexion inébranlable entre humains et caribous, l'un ne pouvant exister sans l'autre, et inversement. Le caribou était chassé par les Inuits, mais l'animal ne devait pas mourir inutilement, être gaspillé ou profané, au risque de faire survenir malheur et famine. D'un point de vue plus pragmatique, le caribou était aussi essentiel dans leur économie. En cas d'abondance du caribou, les provisions de nourriture étaient assurées, ce qui permettait aux Inuits de chasser d'autres animaux dont ils pouvaient vendre la fourrure,
et ainsi s'assurer une certaine indépendance financière. Si au contraire les caribous venaient à manquer, il fallait acheter des provisions, ce qui risquait de créer des dettes et de la famine. Les Inuits ont eux aussi longtemps chassé les caribous, et avant l'introduction des armes à feu, ils les chassaient à l'aide de lances. Ils chassaient en groupe pour rabattre le troupeau dans un lac et ensuite les chassaient à la lance depuis des kayaks. En hiver, quand les lacs étaient gelés, ils pouvaient aussi utiliser des arcs et des flèches. Le renne a donc été essentiel pour la survie de pas mal de populations arctiques et subarctiques actuelles, et il est aussi très présent dans leur culture. D'après les données archéologiques auxquelles on a accès, il semble en avoir été de même pour certaines populations préhistoriques. Mais il faut faire attention à ne pas calquer ce que l'on connaît des populations modernes sur les populations paléolithiques. Par exemple, l'environnement des peuples de Sibérie actuels est proche de celui des Européens du Paléolithique, mais pas identique. Le climat est similaire, mais les latitudes étant différentes, l'ensoleillement et les saisons le sont aussi. Mais ce sont surtout des cultures différentes vivant à des milliers d'années d'écart. On vient de voir que les cultures étaient déjà variées chez les populations contemporaines. Imaginez les différences qu'il peut y avoir entre la préhistoire et aujourd'hui. On peut donc s'inspirer des peuples actuels liés aux rennes pour émettre des hypothèses, mais il faut être très prudent avec ces comparaisons. Il est quasiment impossible de connaître la culture, les croyances, les rituels des populations paléolithiques. Nous en avons quelques traces par les formes d'art qui sont parvenues jusqu'à nous, mais nous ne pourrons jamais être sûrs du sens exact de celles-ci. L'art préhistorique, qu'il soit pariétal, sur les parois des grottes, ou mobilier, des objets décorés, représente énormément d'animaux. Mais il n'y a pas forcément de lien direct entre animaux chassés et animaux représentés. Ainsi, le renne et le cheval semblent faire partie des proies favorites des groupes du Paléolithique. Pourtant, le cheval est un thème récurrent de l'art préhistorique, alors que le renne est rarement représenté. Au contraire, des animaux pas ou peu chassés, comme le mammouth laineux, sont très présents dans les œuvres artistiques. Sur certaines œuvres, on arrive à reconnaître un cervidé, mais sans pouvoir préciser de quelle espèce il s'agit. Généralement, quand on arrive à reconnaître un renne, c'est grâce à la poche de peau et de poils qu'il a sous son encolure et à la forme de ses bois. Mais parfois, les artistes ont représenté des cervidés sans bois, ce qui montre qu'ils pouvaient aussi les représenter à plusieurs saisons différentes. Les matières premières tirées du renne, os et bois, sont très utilisées, que ce soit pour fabriquer des outils ou des armes, ou comme support artistique. Les dents de renne étaient parfois perforées pour servir à la parure, mais des dents d'autres animaux moins fréquents et moins chassés, comme le cerf, ont été nettement plus utilisées. Ainsi, à Brassampouille, le renne était utilisé dans tous les domaines du quotidien, sauf pour la parure. À l'abri Pato, le renne était au cœur de l'économie, mais on n'en a pas de traces symboliques. Sur ce site, c'est d'ailleurs l'inverse pour le mammouth, qui n'était pas chassé, mais très présent symboliquement. On voit donc que pour les humains du Paléolithique supérieur, les animaux devaient avoir une place symbolique indépendamment de leur importance dans le quotidien. Si nous ne connaîtrons jamais les croyances et les cultures de ces humains, ces quelques traces nous montrent au moins que ces populations avaient une vie symbolique riche et que les animaux semblaient au cœur de leur façon de voir le monde. Le renne est décidément un petit animal fascinant et bien utile pour la survie de nombreuses populations depuis la préhistoire. Mais aujourd'hui, différents facteurs menacent la survie des rennes et le mode de vie des éleveurs. L'industrialisation réduit le territoire des rennes sauvages et les routes peuvent couper l'accès à leur lieu de migration habituel. La radioactivité est également un risque connu. En effet, les rennes consomment du lichen et des champignons qui absorbent les particules radioactives. Encore aujourd'hui, de nombreux rennes ont des taux de radioactivité très élevés suite à la catastrophe de Tchernobyl. Mais le risque majeur reste le réchauffement climatique. Par exemple, les dates de mise bas risquent de ne plus coïncider avec des conditions climatiques idéales et entraîner une mortalité infantile plus importante. La fonte du permafrost est aussi risquée car elle entraîne le retour de virus et de bactéries auparavant en hibernation. Ainsi, en 2016, une population de rennes a été décimée par l'anthrax à la suite du dégel d'une carcasse vieille de plusieurs décennies. Enfin, le sol a davantage tendance à geler en hiver, ce qui empêche les rennes d'accéder au lichen.
Les éleveurs doivent donc trouver de nouveaux pâturages ou fournir eux-mêmes de la nourriture à leurs rennes. Aujourd'hui, de nombreux éleveurs doivent diversifier aussi leur activité, notamment en se tournant vers le tourisme. Les rennes ont réussi à survivre au réchauffement climatique de la fin du Paléolithique en migrant vers le nord et grâce à leurs faibles exigences alimentaires. Qu'ils soient sauvages ou domestiqués, leur adaptabilité les aidera sans doute à faire face aux défis à venir.